Frédéric Bizard, vous êtes président de l'Institut Santé et vous venez de publier l'autonomie solidaire en santé. Alors moi j'entends deux mots, autonomie solidaire, ça a l'air de marcher sur deux jambes. C'est quoi le concept de l'autonomie solidaire en santé? Alors c'est un concept qui soutient l'évolution du modèle social en général et du système de santé en particulier. Il faut déjà un petit peu expliquer rapidement qu'on a un diagnostic de fin de système, de fin de modèle, de ce modèle de 45, qui a été excellent pour répondre aux enjeux du XXe siècle, mais qui est inadapté pour répondre à ces nouveaux enjeux, c'est-à-dire cette transition démographique, cette transition épidémiologique en santé et cette transition technologique qui fait qu'on doit passer d'un système qui était centré, là je parle juste pour la santé, sur le soin, à un système qui va être centré sur ce qu'on appelle la santé globale, aussi bien la santé des bien portants que la santé des malades. C'est-à-dire qu'on n'attend plus que les personnes soient malades, que le risque soit exprimé, mais on agit le plus en amont possible par anticipation pour conserver le plus longtemps possible les personnes en bonne santé. Ça, c'est la première évolution. La deuxième évolution, c'est qu'on ne part plus de l'offre des professionnels de santé. Vous savez que notre système de santé, aujourd'hui, c'est un système de soins qui est piloté à partir de l'offre. On pilote des professionnels de santé, des établissements de santé. Et bien, on va partir maintenant des besoins de santé, ce qui va nécessiter notamment de territorialiser le futur système de santé. Puis la troisième évolution, c'est qu'on sait qu'on a aujourd'hui un système qui est suradministré, qui est étatisé. Ça a été le choix ces 20 dernières années. Eh bien, il faut repenser à une démocratisation sanitaire et sociale du système, puisque pour rendre accessible la santé au plus grand nombre, il faut démocratiser cette santé. Et donc, il faut aussi démocratiser les instances qui vont piloter la santé. Concernant le concept qui est aussi philosophique d'autonomie solidaire, c'est un petit peu, il faut qu'on ait créer une société de citoyens solidaires en santé. Il faut que cet accès aux soins qui a été l'axe central du système de santé du XXe siècle, ça devienne un accès à l'autonomie solidaire en santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner les capacités individuelles à chacun d'entre nous de pouvoir piloter au mieux sa santé, quand on est bien portant, évidemment, mais aussi lorsqu'on est malade, parce que c'est majeur, 80% et la Covid est une parenthèse dans cette, même si on est plus une syndémie, c'est-à-dire que ça a attaqué principalement les gens qui avaient des pathologies chroniques. Et donc, il faut que même lorsque les personnes souffrent de pathologies chroniques, elles puissent avoir un maximum d'autonomie dans la gestion de cette dans le vécu de cette pathologie. Alors, quel va être le rôle de chacun dans tout ça? Le rôle de l'État, le rôle des régions, j'ai entendu qu'il fallait décentraliser, le rôle des citoyens, on entend autonomie, le rôle des médecins, des généralistes, des spécialistes. Quel va être le rôle de tout ce petit monde dans ce concept d'autonomie solidaire en santé? Posez la bonne question parce que clairement, on dit souvent la mère des réformes pour la France, c'est la réforme de l'État. Ce qui est vrai, c'est que l'essentiel d'abord, c'est de savoir en effet qui fait quoi, c'est-à-dire quelle est la future gouvernance. Aujourd'hui, juste entre parenthèses, si notre système est en train de s'effondrer, c'est notamment parce qu'on a une grande confusion dans la gouvernance, dans le qui fait quoi. En gros, l'État s'occupe un peu de tout, mais ne s'occupe pas de l'essentiel, qui est la vision stratégique de long terme. Donc, ce nouveau modèle, dans ce nouveau modèle, l'État a un rôle très important puisqu'on propose qu'il y ait une loi de programmation sanitaire à 5 ans. On a été les premiers à le proposer il y a déjà 2 ans. Je vois que c'est repris aujourd'hui par la Fédération hospitalière de France, tant mieux. Mais il faut avoir une vision globale. On ne peut pas, comme ça, aller picorer dans le programme de l'Institut Santé ou d'autres. Donc, la vision globale, c'est en effet que l'État et soit le stratège de long terme à travers une loi de programmation sanitaire à 5 ans qui définit les objectifs de santé publique, la politique à mener pour atteindre ces objectifs, le budget nécessaire via un vote par le Parlement, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que ça n'empêche pas que cette loi de programmation sanitaire sera pilotée par une loi budgétaire annuelle, c'est obligatoire en santé publique. Donc vous avez un État qui est un État régulateur, les agences régionales de santé qui représentent l'État en région, qui représentent une déconcentration, pas une décentralisation.
doivent rester, mais elles ne doivent plus avoir qu'un rôle sur la santé publique. Aujourd'hui, vous avez 2 missions des agences régionales de santé, une mission de santé publique, comme on le voit là avec leur rôle important dans la lutte contre la pandémie, mais aussi une mission d'organisation des soins. Elles n'ont plus cette mission d'organisation des soins, ça doit devenir des machines de guerre de santé publique, donc on les appellera les agences régionales de santé publique. Et puis, vous avez cette délégation de service public qui est au cœur du modèle de 45 et qui doit être réinventé et qui est à travers l'assurance maladie, qui devient une assurance santé puisqu'on sort uniquement de l'approche curative. Cette assurance santé devient le pilote de l'ensemble des professionnels de santé, des 3 secteurs du soin, puisque tout le monde parle de décloisonner les soins entre l'hôpital, le médico-social et la ville. Mais pour décloisonner les soins, il faut unifier la gouvernance. Il faut qu'il y ait une même gouvernance pour l'ensemble des professionnels de santé. Et cette gouvernance, ça sera l'assurance maladie, donc qui va jouer un rôle à travers un système de conventionnement qui existe pour les médecins de ville, mais qui doit être généralisé à l'ensemble des secteurs du soin, qui va jouer un rôle important. Et puis, vous avez donc avec une relation, avec une forte autonomie des professionnels de santé. Autonomie ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut. Autonomie veut dire qu'il y a une feuille de route qui est déterminée d'abord par l'État, relayée par l'assurance maladie et qui est exécutée par les professionnels de santé qui ont, vous voyez, ce concept d'autonomie solidaire, c'est qu'il y a une forte autonomie, mais qui répondent à des objectifs nationaux de santé publique. Donc, ils répondent à un besoin de solidarité aussi pour les acteurs du système. Quand on redescend sur le terrain, au niveau économique, qui pilote ? C'est les régions, c'est les départements. Vous parliez de la gouvernance, souvent elle est éparpillée. Il y a une partie qui concerne le ministère de la Santé. Parfois, il y a le ministère du Travail qui prend en charge un certain nombre de prérogatives aussi en termes de santé. Donc, comment ça se passe concrètement ? Absolument. Il faut extrêmement clarifier les choses. Encore une fois, tout ce qui concerne le soin est piloté par l'assurance santé, donc ex-assurance maladie, qui, comme vous le savez, finance 80% des dépenses de santé. On reviendra peut-être plus tard sur la réforme de l'architecture de financement, mais l'assurance santé reste le principal financeur avec à peu près 78 à 80% des financements. Et donc, c'est elle qui gère les ressources essentielles qui vont permettre aux professionnels de santé de réaliser le soin. Vous mentionnez un autre acteur, il y a quelque chose de très important qui est la territorialisation. On crée des territoires de santé identiques pour tous les professionnels. Aujourd'hui, vous avez des territoires de santé qui sont inexistants pour les citoyens. Aucun citoyen n'est au courant qu'il est dans un territoire de santé parce qu'on a créé des territoires principalement technocratiques pour les professionnels de santé, les groupements hospitaliers de territoire pour les hospitaliers, les communautés professionnelles de territoire de santé pour les professionnels de ville. Enfin, non, un seul territoire commun à tous les professionnels et qui soit véritablement un territoire pensé pour répondre aux besoins de santé de la population. D'accord ? Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'évidemment, ça veut dire que les professionnels de santé n'ont pas simplement une responsabilité de soins, mais ont une responsabilité territoriale et populationnelle dans le territoire de santé. Donc ça, ce sont des évolutions importantes. Maintenant, concernant la santé publique au sens large, ça, c'est une fonction régalienne de l'État. Donc, l'État doit garder un rôle de stratège, de pilotage, d'organisation de la santé publique, c'est-à-dire la santé à l'échelle de la population avec une approche préventive forte et de lutte contre les pandémies, comme on le voit là. Mais il doit y avoir une décentralisation de cette santé publique. Vous mentionnez le ministère du Travail. Aujourd'hui, vous avez une atomisation des responsabilités. La santé, vous avez les PMI qui sont de la responsabilité, c'est-à-dire la petite enfance, la santé de la petite enfance qui est de la responsabilité des départements. Vous avez ensuite, après, la santé scolaire qui est de la responsabilité du ministère de l'Éducation, qui n'en a que faire, dont elle a autre chose à faire. On connaît les difficultés de l'éducation nationale. Et puis ensuite, vous avez la santé au travail, qui est de la responsabilité du ministère du Travail. Bref, il y a un éclatement des responsabilités. Il faut redonner de la cohérence. Nous, on pense que c'est le département qui est le bon échelon, parce que vous avez beaucoup de social dans cette santé publique, et le département qui est le pivot des politiques sociales nous semble être
le bon interlocuteur pour rassembler l'ensemble de ces politiques publiques, c'est-à-dire la PMI, c'est déjà le cas, mais la santé scolaire, la santé au travail, et puis les aspects sociaux des personnes âgées qui sont déjà largement de la responsabilité du département. Donc vous voyez, on fait du département un pilotage important. Et puis la région, c'est une collectivité de stratégie et d'investissement. On pense que la région doit avoir la responsabilité principale, avec un État qui définit une politique nationale. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous décentralisez que vous créez autant de politiques de santé qu'il y a de régions. Mais la région doit avoir une responsabilité dans la gestion de la démographie médicale. Vous savez qu'on a transféré la démographie paramédicale à la région, transférons la démographie médicale. L'État s'avère un piètre gestionnaire de cette démographie médicale depuis 30 ans. Donc on voit bien que l'échelon et le rôle de l'État dans cette démographie médicale n'est pas pertinent. Les investissements hospitaliers, on pense qu'il faut une réflexion régionale. Là aussi, on voit bien que l'État, en essayant de bien faire évidemment, mais plutôt est contre-productif dans la gestion des hôpitaux. On voit où en sont les hôpitaux aujourd'hui. Confions les grands investissements hospitaliers aux régions. Donnons aux régions, et non pas aux maires, comme c'est le cas aujourd'hui, mais une responsabilité dans la réorganisation des régions. Encore une fois, avec une politique nationale. Mais vous voyez qu'il faut étendre le rôle des acteurs dans une cohérence dans le prochain modèle. Donc si j'ai bien compris, un État stratège qui fixe un cadre, des régions qui mettent tout ça en musique au niveau des investissements et des politiques régionales sans créer d'inégalités régionales et sans créer une disparité de politique de santé, et des départements qui mettent tout ça en œuvre sur le terrain. Mais pour la politique, pour la santé publique, qu'on soit bien clair, c'est-à-dire que les régions et les départements ne s'occupent pas des professionnels de santé. Les professionnels de santé restent sous la responsabilité de l'assurance maladie, à l'échelon duquel, sur le plan national, régional et local, puisque vous savez qu'il y a une centaine de caisses primaires d'assurance maladie, vous recréez une démocratie sanitaire et sociale qui doit être aujourd'hui, vous savez que c'est le paritarisme, c'est-à-dire ce sont les syndicats qui pilotent, mais il faut étendre cette vie démocratique bien au-delà avec des représentants des patients et des représentants des professionnels de santé. Ce projet de grande sécu, qu'est-ce qui vous inspire ? Mais si c'est la grande sécu où on crée une assurance santé, une sécurité sociale qui est revitalisée sur le plan démocratique, c'est-à-dire avec une vraie participation dans la gestion des acteurs du terrain, ça oui, ça il faut. Sinon on étatise et on va vers un modèle à l'anglaise. D'accord ? Donc là, il le faut. En revanche, ça ne veut pas dire la disparition des assureurs privés. Ça veut dire que les assureurs privés ont un rôle d'assureur supplémentaires sur des paniers de soins qui sont définis, comme les prothèses dentaires ou les prothèses auditives, et qui ont un rôle probablement dans les politiques de maintien en bonne santé avec des services innovants, notamment de la e-santé, et aussi dans l'économie sociale et solidaire, puisqu'on fait de la santé publique le pivot du nouveau modèle. Il y a une multitude de services auprès de la population qui peuvent être pilotés, on l'a dit, par les collectivités territoriales, mais où les assureurs privés peuvent jouer le rôle de financeurs et d'effecteurs. On entend souvent, quand on parle avec les hospitaliers, cette opposition parfois difficile à vivre entre l'administratif, la médecine comptable et puis le gars qui se coltine sur le terrain aux réalités. Donc, comment ça doit évoluer ça ? Ça, c'est quand même la partie simple de la réforme qui n'est pas faite parce que l'administration ne veut pas la faire. Les sujets du profil des directeurs d'hôpitaux, il faut sortir de ces profils purement technocratiques qui sortent de l'école de Rennes et qui sont complètement déconnectés de la réalité médicale et qui gouvernent à partir de données purement comptables, à partir de fichiers Excel. Tout le monde le dit, c'est quand même simple. Regardez, les centres anti-cancer sont dirigés principalement par des médecins. Il faut former les médecins à la gestion et au management, et il faut retrouver un équilibre entre le pouvoir médical et le pouvoir administratif. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment prendre des mesures où on ne donne plus le plein pouvoir aux gestionnaires. Il faut bien voir qu'au-delà des rémunérations, au-delà de la fatigue psychologique, il y a des acteurs de terrain qui ne croient plus à ce système-là. Donc, on veut bien se sacrifier momentanément pour un système si on pense qu'il a un avenir, mais les acteurs, et à juste titre, tel que le système a évolué aujourd'hui,
ne croit plus à l'avenir de ce système. Voilà, je vous remercie Frédéric Bizard. On a bien compris qu'il fallait une vision, il fallait réintroduire de la démocratie sanitaire. Ça tombe bien, on est en campagne électorale. C'est le moment d'interpeller à la fois les candidats, mais aussi nous tous, les citoyens, parce que la santé, ça nous concerne tous.